Je m'appelle Viviane Dubois. J'ai 25 ans. Si vous m'aviez rencontré il y a seulement une semaine, vous auriez vu une femme qui pensait avoir tout compris, une carrière stable dans la conception logicielle, un appartement douillet que j'avais économisé pour m'offrir, et un petit ami que je pensais épouser un jour. Il s'appelait Étienne. Pendant 2 ans, Étienne a été mon univers. Il avait ce sourire d'adolescent qui pouvait faire fondre une mauvaise journée. Et pendant un temps, j'ai cru que sa présence dans ma vie était un signe du destin. Il y a 8 mois, il a emménagé dans mon appartement. Cela semblait être la suite logique. Il avait promis qu'il commencerait à économiser pour l'avenir, pour notre avenir. Alors, je couvrais le loyer, les charges, les courses. Cela ne me dérangeait pas. Je me disais que c'était temporaire. Mais récemment, quelque chose avait changé. Étienne travaillait souvent tard, bien qu'il n'ait jamais grand-chose à montrer pour cela. Son téléphone, qu'il avait une fois laissé négligemment sur la table basse, était devenu une extension de sa main, toujours face cachée, toujours verrouillée par un mot de passe. J'ai essayé de chasser ce malaise. J'ai essayé de me rappeler que l'amour, c'est la confiance. Puis le message est arrivé, une simple vibration sur mon téléphone alors que je faisais sauter des légumes pour le dîner. J'ai essuyé mes mains sur un torchon en souriant, pensant que c'était Étienne qui me disait qu'il rentrait enfin à la maison. Au lieu de cela, j'ai lu « Je reste chez Lara ce soir. Ne m'attends pas. » Lara, sa collègue. La même Lara dont il aimait les photos Instagram à 2h du matin. La même Lara qui riait un peu trop fort à ses blagues lors des fêtes de bureau. Mon pouce est ralenti. Ma première réaction a été l'incrédulité. Peut-être que c'était lié au travail, peut-être innocent. Mais mon deuxième instinct, celui qui murmurait au plus profond de ma poitrine, m'a dit la vérité qu'il avait choisie. J'ai tapé en retour avec des doigts tremblants, « Merci de me prévenir. » C'était tout. Pas de confrontation, pas de drame, juste 7 mots qui ont scellé son destin. Je suis restée là dans ma cuisine, fixant la poêle sur le feu, les légumes qui carbonisaient lentement, la fumée qui montait. Cela ressemblait à une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Ma poitrine aurait dû brûler, mais au lieu de cela, il y avait un calme creux. Je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'avait dit une fois, quand j'avais 17 ans et que je pleurais mon premier chagrin d'amour. Il avait posé une main ferme sur mon épaule et m'avait dit, « Un homme qui cache son téléphone est déjà parti en esprit. Ne supplie pas quelqu'un de rester quand il t'a déjà quitté. » À l'époque, j'avais levé les yeux. Mais maintenant, ces mots ressemblaient à une prophétie. J'ai éteint le feu, la pièce remplie de l'odeur faible et amère d'oignons brûlés, et j'ai posé la spatule. Le poids de la trahison s'est pressé contre moi, mais sous celui-ci, un autre sentiment a fleuri, une résolution froide, précise, presque chirurgicale. Si Étienne voulait le lit de Lara, alors il pouvait y rester définitivement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai attrapé la première boîte en carton vide que je gardais depuis mon déménagement. J'ai posé la boîte sur le lit que nous partagions autrefois et j'ai commencé à faire mes affaires, un pli net à la fois. Le premier t-shirt que j'ai plié était son préféré, un vieux sweat à capuche gris usé par des années d'utilisation. Je me suis souvenu de la nuit où il me l'avait drapé sur les épaules après notre tout premier rendez-vous, quand la pluie nous avait pris par surprise. Pendant un moment, mes doigts se sont attardés sur le tissu. Le souvenir piquait comme du citron sur une coupure de papier. Puis j'ai aplati le sweat, l'ai mis dans la boîte, et j'ai fermé le couvercle. Je ne faisais pas que plier des vêtements. Je démantelais une vie. Une boîte en est devenue 2, puis 3. Les mouvements rythmiques me calmaient d'une manière étrange, les t-shirts empilés les uns près des autres. Comme si chaque pli lissé était un autre coin de mon cœur qui se libérait de lui. Ces flacons de parfum alignés sur la commode, petits monuments de verre de mensonge. Dans du papier bulle, ils sont allés. Sa brosse à dents, son rasoir, la bouteille à moitié vide de lotion après rasage dont il ne jurait que partout, soigneusement rangée dans une trousse de toilette. J'ai même enroulé le cordon de son rasoir électrique avec soin, comme si ma précision pouvait masquer la fureur qui alimentait chaque action. À minuit, j'avais dépouillé la pièce de tout ce qui lui appartenait. 8 boîtes, 2 valises, ses chaussures,
ses cravates, et même la tasse idiote qu'il prétendait que sa grand-mère lui avait donnée, mais qu'il avait en fait achetée chez Ikea. Il ne restait rien d'Étienne, pas même la tête d'oreiller qu'il utilisait. Je les pliai soigneusement, les posai sur la dernière valise, et je me suis reculé. L'appartement avait l'air différent sans son désordre. Plus propre, plus léger. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 22h15, la décision s'est formée dans mon esprit comme un éclair. Je n'allais pas laisser ces boîtes prendre la poussière. Elles appartenaient là où Étienne avait choisi d'être. J'ai chargé la voiture. Voyage après voyage dans les escaliers, les muscles endoloris, le souffle court. Chaque coup de coffre qui se fermait ressemblait à une ponctuation à la fin d'une phrase. C'est fini. À 22h45, la voiture était pleine. À 23h, je traversais la ville, les phares fendant la nuit. Le complexe d'appartements de Lara s'est profilé devant moi. Mur de briques modernes, est taillé, le genre d'endroit où les gens prétendent avoir tout sous contrôle. Je me souvenais bien du bâtiment. Étienne m'avait une fois demandé de le déposer là pour une réunion d'équipe. Comme le destin voulait, quelqu'un partait juste au moment où je me garais. La porte s'est ouverte. Je me suis glissé à l'intérieur, portant la première valise au 3e étage. La musique résonnait faiblement derrière l'une des portes. Des rires. Un rire de femme plus aigu que le mien. Je ne m'attardais pas. Au lieu de cela, j'ai empilé chaque boîte, valise et sac proprement contre le chambranle de la porte. 8 boîtes, 2 valises, un hôtel de la trahison. Sur le dessus, j'ai placé une seule note pliée, les affaires d'Étienne. Elles sont à toi maintenant, Viviane. J'ai pris une photo avec mon téléphone, pas par méchanceté, mais pour preuve. Preuve pour moi-même que je l'avais vraiment fait. En m'éloignant, mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est calmé à chaque pas. Au moment où je me suis glissé sur le siège conducteur, le silence à l'intérieur de moi était presque effrayant. À 23h30, j'étais de retour à la maison. À minuit, un serrurier changeait les serrures. 180 €. Ça valait chaque centime. J'ai mis à jour le code de la porte, supprimé Étienne de mon abonnement Netflix, Spotify, Gym, annulé la carte de crédit d'urgence qu'il utilisait quotidiennement chez Starbucks. Une fois tout terminé, je me suis versé un verre de vin rouge, je me suis assise sur le canapé et j'ai lancé un film. À 23h47, le premier appel est arrivé. Étienne. À 23h49, le second. À minuit, les SMS ont commencé à arriver en masse. J'ai posé le téléphone face cachée. Laissez-le vibrer jusqu'à l'épuisement. De l'autre côté de la pièce, les boîtes qu'il appelait autrefois sa maison étaient maintenant soigneusement empilées devant la porte de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie libre. À minuit 30, les vibrations n'avaient pas cessé. Mon téléphone s'est illuminé comme une alarme incendie, appels, SMS, messages vocaux s'accumulant les uns sur les autres. Viviane, qu'est-ce que c'est? Où sont mes affaires? Ce n'est pas drôle. Réponds-moi. Je n'ai pas répondu. À 1h, la sonnette a retenti. Puis des coups de poing ont martelé la porte, faisant vibrer le cadre. La voix d'Étienne a résonné dans le couloir, furieuse et désespérée. Vive, ouvre cette fichue porte. Tu es folle. Je me suis appuyée contre le mur, les bras croisés, écoutant. Mes voisins s'agitaient. Des lumières se sont allumées par le Judas. Une partie mesquine de moi a envisagé de le laisser crier jusqu'à ce que tout l'immeuble apprenne quel genre d'homme il était vraiment. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un SMS. Tu as choisi de rester chez Lara. Je t'ai simplement aidé à déménager. À 3h, un numéro différent est apparu sur mon écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché. Viviane, c'est moi, la voix d'Étienne était brisée. Tu dois écouter. Rien ne s'est passé. Je le jure. Rien ne s'est passé, ai-je demandé doucement. Alors pourquoi le canapé de Lara? Pourquoi son appartement et pas le tien? C'était une nuit. Pour le travail, a-t-il bégayé. Pour le travail, ai-je répété avec un rire amer. Il existe des hôtels pour le travail, Étienne. Ne m'insulte pas.
Il y a eu une pause, puis son ton a changé, suppliant. Où suis-je censé aller maintenant? J'ai fermé les yeux, le vin d'hier soir encore chaud dans mes veines. Là où tu es resté la nuit dernière semble être la réponse évidente. Le silence qui a suivi était plus lourd que les cris. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse parler à nouveau. Le matin, mon propriétaire a appelé. Viviane, je confirme juste que vous avez changé les serrures hier soir. Oui, a-t-il gloussé. Je m'en doutais. Votre petit ami s'est présenté à mon bureau en prétendant que c'était une erreur, demandant une clé de rechange. Ex-petit ami, ai-je corrigé. Il a juré qu'il était sur le bail. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Bon à savoir, a dit le propriétaire avec un amusement dans le ton. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais Étienne n'avait pas fini. À 9 heures, les singes volants sont descendus, sa mère, Darlène, la reine abeille de la loyauté mal placée. Mon téléphone a sonné, son nom clignotait. Contre mon instinct, j'ai décroché. Comment osez-vous jeter mon fils à la rue, a-t-elle claqué. Darlène, votre fils m'a envoyé un SMS disant qu'il restait chez une autre femme. Je l'ai aidé à rendre cela permanent. Il a fait une erreur, a-t-elle sifflé. Non, il a fait un choix. Je l'ai respecté. Vous êtes légalement obligé de lui donner 30 jours. Faux. Il n'a jamais payé de loyer, jamais signé le bail. C'était un invité. Les invités n'ont pas 30 jours. Vous êtes sans cœur. Non, Darlène. J'en ai enfin fini d'être son filet de sécurité. Elle m'a raccroché au nez, mais pas avant que j'aie perçu la pointe hésitante dans sa voix, comme si, au fond, elle savait exactement qui était son fils. Quand j'ai reposé mon téléphone, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais stable. Bien sûr, je savais qu'Étienne ne lâcherait pas facilement. Les hommes comme lui ne le faisaient jamais. Et alors que le soleil montait, je le sentais dans mes tripes. Ce n'était que le début. À midi, mon téléphone vibrait à nouveau, cette fois d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner, mais la curiosité a eu le dessus quand il est revenu. Revenu une deuxième fois. Viviane. La voix était vive, masculine, en colère. C'est le petit ami de Lara, Ryan. Vous voulez bien m'expliquer pourquoi une montagne de détritus d'Étienne est empilée devant sa porte? J'ai failli rire. Pourquoi ne pas demander à Lara ou à Étienne? Ils ont fait assez de choses derrière votre dos. Ce n'est pas, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Vérifiez les messages d'Étienne. Son iPad était toujours connecté à mon Wi-Fi. J'ai vu assez de captures d'écran pour toute une vie. Le silence, puis une malédiction murmurée avant qu'il ne raccroche. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Étienne n'appelle à nouveau lui-même. Cette fois, son ton n'était plus suppliant. Il s'était tordu en quelque chose de suffisant, de répéter. Vive, ce n'était pas ce que tu penses, a-t-il commencé. C'était un test. Un test. Mon rire était sec, sans humour. Si tu m'aimais vraiment, tu te battrais pour moi. Tu serais jalouse. C'est ce que font les femmes quand elles tiennent à quelqu'un. Tu as échoué, Vive. Tu ne t'es pas battue. L'audace m'a presque laissé sans voix. Presque. Tu voulais un chien, Étienne. Je n'en suis pas un. Je ne cours pas après. Je remplace. Sa voix s'est brisée, puis n'était plus aussi lisse. Me remplacer par qui? J'ai laissé la pause traîner, puis j'ai délivré la phrase comme un poignard. J'ai déjà envoyé un SMS à Marcus. Café demain. Le silence de son côté était délicieux. Marcus, l'homme que, selon Étienne, j'aimais trop. L'homme qu'il appelait une menace simplement parce qu'il existait dans mon orbite. En vérité, Marcus et moi n'avions jamais été plus que des amis. Mais Étienne n'avait pas besoin de le savoir. Tu ne le ferais pas, a-t-il murmuré. Regarde-moi faire, ai-je répondu. C'est alors que la campagne a commencé. Le soir, mon téléphone s'est illuminé d'alertes. Étienne avait placardé Facebook d'un post. Mon ex est instable. Elle m'a jeté à la rue.
Elle est abusive. Ne croyez pas ces mensonges. La déviation classique. Mais j'étais préparée. Avec une capture d'écran, son SMS sur Lara, ses émojis tard dans la nuit, ses promesses murmurées. J'ai coulé son récit avant même qu'il n'ait eu des jambes. Ses propres amis m'ont envoyé des messages privés, certains s'excusant, d'autres disant qu'ils en avaient fini avec lui. Même Mia, mon amie, qui l'avait une fois défendu, a écrit « Je suis tellement désolée, vive. Il est toxique. Reste forte. » À la tombée de la nuit, le poste d'Étienne avait disparu. Supprimé. Mais les dégâts étaient faits, pas à moi, mais à lui. Et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. À 2 heures du matin, un autre message est arrivé de sa part. Celui-ci était presque pitoyable. Je mettais en place un avenir pour nous. Lara ne signifiait rien. Tu regretteras de m'avoir quitté. J'ai fixé les mots, ma mâchoire se serrant. Les mensonges étaient sans fin. Mais au fond de moi, je savais la vérité. Étienne n'était pas juste en train de s'agiter. Il était en train de planifier son prochain coup. Et les hommes comme Étienne ne partaient pas tranquillement. Le matin suivant, sa campagne de dénigrement ayant échoué, j'ai cru que j'allais enfin avoir un peu de calme. Je me trompais. À 9h15, mon téléphone a vibré avec une alerte de fraude. Quelqu'un avait essayé d'utiliser la carte de crédit d'urgence que j'avais annulée il y a des semaines. Refusé. 10 minutes plus tard, une autre alerte. Une demande de crédit déposée en mon nom. Étienne. Mon pouls ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. Au lieu de cela, une froideur s'est répandue en moi. J'ai appelé la banque, confirmé la tentative, puis j'ai composé le numéro de la police non d'urgence. Tentative d'usurpation d'identité est un crime grave, mademoiselle Dubois, m'a dit le détective après que j'ai déposé la plainte. Voulez-vous porter plainte? Je vais y réfléchir, ai-je dit. Bien qu'à l'intérieur, je connaissais déjà la réponse. À midi, les conséquences se sont multipliées. Mon LinkedIn a sonné. Le patron d'Étienne avait consulté mon profil. Un message a suivi peu après. Bonjour, Viviane. Question étrange. Tout va-t-il bien avec Étienne? Il m'a mentionné comme contact d'urgence. J'ai également remarqué une demande d'avance de salaire mentionnant votre nom. Je n'ai pas mâché mes mots. Nous avons rompu il y a 2 jours. Il a passé la nuit chez sa collègue Lara. Ils ont tous les deux appelé pour dire qu'ils étaient malades. Il y a eu une pause, puis une curieuse coïncidence. Nous avons une politique de fraternisation stricte. Merci. À 15h, Étienne a appelé d'un numéro inconnu, sa voix rauque de fureur. Tu m'as fait virer. Non, ai-je dit calmement. Vous vous êtes viré en sortant avec une collègue et en mentant à ce sujet. Je ne sortais pas avec elle, a-t-il claqué. Votre patron semble penser le contraire. Comment suis-je censé vivre sans travail, sans argent? Peut-être que Lara peut te soutenir, ai-je répondu. Douce comme du poison. Oh, attendez. Elle a été virée aussi. Sa rage a débordé en incohérence avant que la ligne ne se coupe. Plus tard ce soir-là, un autre appel, cette fois de sa mère. Sa voix était plus douce maintenant, presque suppliante. Viviane, s'il te plaît. Il a appris sa leçon. Ne porte pas plainte. Tu vas ruiner sa vie. J'ai rapproché le téléphone, fixant l'appartement silencieux autour de moi, libéré de sa présence. Darlene, ai-je dit d'une voix égale. Il a essayé de voler mon identité 2 fois. Il a ruiné sa propre vie. Je ne porterai pas la faute pour cela. Il y a eu un long silence, puis le son de ses sanglots étouffés avant qu'elle ne raccroche. Pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai ressenti quelque chose de proche de la satisfaction. Pas parce qu'Étienne s'effondrait, mais parce que le masque était enfin tombé. Tout le monde pouvait le voir maintenant, le garçon égoïste qui jouait à des jeux jusqu'à ce qu'il perde. Toujours au fond de mon esprit, je savais que les hommes acculés reculaient rarement. Ils ripostent. Et je n'avais pas encore vu le pire d'Étienne. Samedi après-midi, je préparais du café quand un grondement sourd a secoué la rue à l'extérieur.
Par les stores, j'ai vu un camion Buol garé de travers sur le trottoir. Étienne. Il n'était pas seul. 2 de ses cousins, Rodney et Derek, sont sortis de la cabine, leurs muscles se bandant sous des débardeurs bon marché. Étienne a paradé derrière eux comme un général marchant au combat. Mon cœur ne s'est pas emballé. J'attendais cela. J'ai ouvert la porte juste assez pour observer. Rodney était déjà en train de bricoler la serrure, Derek traînant des chaises de patio vers le camion. Étienne se tenait les bras croisés, souriant comme s'il avait déjà gagné. Ce sourire a vacillé quand la porte d'entrée s'est ouverte plus largement, et mon frère Noah est sorti à mes côtés. Noah, large d'épaules, ancien lutteur, le genre d'homme qui pouvait faire taire une pièce d'un simple regard. Et puis Camilla, ma meilleure amie, est apparue, son téléphone déjà en train d'enregistrer. Après-midi, messieurs, a dit Noah froidement. Vous prévoyez de voler ma sœur en plein jour. Rodney s'est figé, le tournevis lui glissant de la main. Derek a posé les chaises. La mâchoire d'Étienne s'est serrée. C'est aussi ma maison, Noah. J'ai des droits. Non, tu n'en as pas, ai-je interrompu. Ma voix a porté plus fort que je ne m'y attendais. Toutes tes vieilleries ont été livrées à la porte de Lara il y a une semaine. Tu te souviens? Ça n'a pas d'importance. J'habitais ici. Je reviens. Camilla s'est avancée, la caméra stable dans sa main. Vous voulez dire effraction? Je suis à peu près sûr que ça a de l'importance. Et puis, comme si l'univers aimait le théâtre, une voix familière a retenti du trottoir. Messieurs, a dit l'agent Torres, mon ami Carlos, montrant son badge. Voulez-vous bien expliquer pourquoi vous tentez un cambriolage? Les cousins ont pâli. Rodney a marmonné quelque chose sur avoir été mal informé et s'est dirigé vers le camion. Derek a suivi, marmonnant des excuses. Le sang-froid d'Étienne s'est fissuré, son visage tordu de désespoir, transperçant son arrogance. Viviane, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part où aller. J'ai plié mes bras, stable comme la pierre. Tu t'es fait ça à toi-même, Étienne. Chaque choix que tu as fait t'a mené ici. Tu m'aimes, a-t-il crié, la voix brisée. Non, ai-je dit. J'aime l'homme que je croyais que tu étais. Cet homme n'existe pas. Carlos s'est rapproché. Ethan Harper, nous avons déjà un rapport de tentative d'usurpation d'identité à votre nom. Voulez-vous ajouter intrusion à la liste? Étienne a blêmi. Ses yeux ont fusé entre nous. Le regard de Noah. Le téléphone de Camilla. Le badge de Carlos. Il a réalisé que la bataille était perdue. Mais il a encore essayé une dernière carte pitoyable. Vive, s'il te plaît. Je peux changer. Juste une dernière chance. J'ai failli succomber. Failli. Tu as eu ta chance la nuit où tu as choisi Lara et la nuit où tu as falsifié mon nom. Et chaque moment où tu as menti au lieu de dire la vérité. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'enfin Carlos sorte sa radio. Dispatch, j'ai un suspect ici. Cela l'a brisé. Étienne s'est retourné, a couru vers le U-Haul, mais les cousins l'avaient déjà abandonné, partant sans lui. Carlos lui a attrapé le bras facilement. Étienne n'a même pas résisté. Alors qu'il l'entraînait, sa voix s'est brisée par-dessus son épaule. Tu vas regretter ça, Viviane. Tu regretteras de m'avoir perdu. J'ai tenu le chambranle de la porte et j'ai parlé assez fort pour que tout le pâté de maison entende. Non, Étienne. Je regretterai de t'avoir jamais laissé entrer. Le U-Haul a disparu dans la rue, et avec lui, le dernier de son pouvoir sur moi. Pour la première fois depuis des mois, mon appartement était silencieux. Vraiment silencieux. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose fleurir, la paix. La semaine après l'arrestation d'Étienne a été étrangement calme, comme l'air après un ouragan. Mon appartement, autrefois lourd de sa présence, semblait plus léger. Le soleil y pénétrait plus chaudement. Le silence n'était plus étouffant, mais réconfortant. J'ai passé les premiers matins à réapprendre les plaisirs simples, à faire du café sans me demander s'il avait vidé les derniers grains, à écouter de la musique à plein volume sans ses plaintes s'étendant sur le lit, sans me heurter à son corps agité. La liberté était calme,
et le calme était magnifique. Pourtant, il y avait des échos, sa mère laissant des messages vocaux oscillant entre la supplication et le blâme, d'anciennes connaissances essayant de susciter des commérages. Je les ai tous laissés aller en messagerie vocale. Je ne leur devais rien. Puis un soir, mon téléphone a vibré avec un message de Marcus. « Salut, tu veux prendre un café cette semaine ? Pas de pression. » J'ai regardé le texte pendant un long moment, ma poitrine se serrant. Pas de peur cette fois, mais avec quelque chose de plus doux. L'espoir. Quand nous nous sommes rencontrés, ce n'était pas dramatique. Pas de feu d'artifice, pas de bande sonore cinématographique. Juste deux personnes assises l'une en face de l'autre, sirotant du café, riant de petites choses. Et pour une fois, je n'attendais pas que le couperet tombe. Marcus posait des questions, écoutait, ne regardait jamais son téléphone quand je parlais. La simplicité de cela semblait guérisseuse. Nous y sommes allés doucement depuis lors, prudents, mais constants. Et peut-être, juste peut-être, je me laisserai croire qu'un véritable partenariat existe, pas celui construit sur le feu et la manipulation, mais sur le respect. Un soir, j'ai traversé mon appartement, un verre de vin à la main, m'arrêtant près de la porte, où Étienne frappait autrefois ses poings, hurlant pour entrer. Le bois était de nouveau lisse, repeint. Les fantômes avaient disparu. J'ai pensé aux paroles de mon père. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Étienne me l'a montré et je l'ai cru, enfin. Alors, quand il m'a envoyé son dernier message avant l'arrestation, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. J'ai souri parce qu'il avait raison. Je ne le trouverai jamais. Et Dieu merci pour cela.